Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Evelyne Dresse et Jean-Frédéric Poisson. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Elles se livrent des batailles aussi picrocolines que microscopiques. Les petits derrière, les grands devant. Vous pensez qu'en ce moment, ce sont des géants qui marchent sur l'eau en ce moment, dans le scrutin qui s'annonce? Un ex-président ne devrait peut-être pas dire ça. La gauche fait comme si elle avait déjà perdu ses élections. J'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Bravo à notre ami Jamel, notre réalisateur, pour cet excellent jingle. À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Certains diraient qu'un ex-président ne devrait pas dire ça, et pourtant, c'est bien ce qu'écrit François Hollande dans son livre qui sort aujourd'hui, Affronter, publié chez Stock. Une phrase dont on peut discuter le contenu, puisqu'aucun candidat de gauche n'émarge avant la 5e place dans les sondages, mais qui a fait beaucoup réagir. Jean-Luc Mélenchon, ayant même tweeté, je cite, « Attention, le zombie Hollande est de retour, plus méchant que jamais, il mord sur tout ce qui bouge ». On serait tenté de conclure par ces mots. Merci pour ce moment. D'où notre grand débat. À gauche, toutes les candidatures sont-elles lilliputiennes ? Vous êtes d'accord avec François Hollande à 87,5%. Avec nous, Bruno Cotresse, politologue. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Si j'en crois François Hollande, il y a 20 ans, il y avait la gauche plurielle. Aujourd'hui, il y a la gauche plus rien. Mais c'est un bon jeu de mots, mais c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée aujourd'hui pour la gauche. Ça c'est certain. Elle est morcelée. Elle ne s'est pas remise au fond du mandat de François Hollande, toujours pas. Et de ces divisions qui ne datent d'ailleurs ni de François Hollande, ni de la situation d'aujourd'hui. On retrouve des divisions que la gauche connaît depuis de très nombreuses années. Elle a souvent été morcelée, d'ailleurs, la gauche. Mais il y a une époque où elle était, au fond, elle était guidée par un programme commun à un moment donné, ou alors par une expression plurielle. Et c'est sans doute ça qui manque beaucoup aujourd'hui à la gauche. Il manque un projet fédérateur, il manque des porteurs de ce projet fédérateur. La gauche en compte des personnalités. Dans les candidats à l'élection présidentielle, il y a incontestablement des personnalités de qualité qui ont du talent. Si je prends l'exemple de plusieurs d'entre eux, ils ont été élus dans des responsabilités de maire, de députés européens, de députés. Jean-Luc Mélenchon a été 3e ex-aequo pratiquement de la précédente présidentielle. Et pourtant, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui cette gauche pas en très bon état à la veille d'aborder cette élection présidentielle. Françoise Degois, vous qui êtes de gauche. 100% de gauche, oui, bien sûr. Après, vous savez, c'est Jean Jaurès, Bruno me contredira pas, c'est Jean Jaurès qui disait l'union est un combat. C'est la chose la plus difficile. La gauche, elle gagne quand elle est unie. C'est tout. Elle gagne quand elle est unie autour d'une personne. Voilà. François Mitterrand fait, le programme commun. Lionel Jospin, sur les législatives, parce que la présidentielle, il la gagne pas parce qu'elle est éparpillée, justement, et puis c'est ses propres erreurs. La gauche plurielle. François Hollande, il gagne aussi sur l'anti-sarkozysme, certes, mais il arrive finalement à fédérer toutes ces branches. On a un problème de casting, c'est évident. Pas simplement un problème de ligne. Moi, je pense que les candidatures sont pas lilliputiennes. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, pour moi, je suis une social-démocrate, je suis royal ascendant Chevènement et Hollande, à peu près. Je suis pas du tout une extrême gauchiste, mais je suis pas du tout cette gauche macronienne qui n'a de gauche que le nom. Moi, je suis vraiment une femme de gauche. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui un des candidats les plus puissants en termes de vision historique, on est d'accord ou pas, en termes de puissance, de conviction, il n'est pas du tout lilliputien. Anne Hidalgo n'est pas lilliputienne. Notre problème, le problème Yannick de la Jadot gauche... n'est pas lilliputien non plus. Pas du tout, d'abord, il est très grand, il mesure 45 il fait 1m90 ou 95, oui. de pointure de chaussures. Vous le connaissez bien pour connaître la taille de ses parce chaussures. Que vous n'avez pas vu les photos, tous les internautes se marraient lors du débat parce qu'il avait les jambes croisées, on voyait ses pompes, on aurait dit qu'il avait des bateaux et des skis nautiques au pied. Donc, voilà. Non, mais je veux dire par là que... Et puis François Hollande, il est dans une idée que de toute façon, il se dit que soit il revient, c'est-à-dire que Anne Hidalgo s'écroule et puis il arrive, hop là, avec mon livre, mais ça, j'en ai parlé avec lui, mais je lui dis que ça me paraissait assez impossible, mais surtout il revient pour la suite, c'est-à-dire comment on relève le Parti Socialiste. Bruno Cotresse.
Oui, je pense qu'effectivement, Françoise a bien pointé le problème. Effectivement, on voit bien que chez François Hollande, depuis un bon moment, il y a un projet sans doute, qui est sans aucun doute de compter à un moment donné dans une renaissance, une recomposition du Parti socialiste. C'est ça, bien sûr. Et c'est vrai qu'on voit que l'élection de 2022, au c'est fond, ça, il y avait... c'est que ça en fait, Bruno. Oui, c'est ça, mais il y avait le temps pour le faire. Et ce qui ne marche pas, par contre, on le sait d'expérience, ça n'a pas du tout marché en 2017. Ce qui ne marche pas, c'est si à la dernière minute, un candidat va se retirer en faveur d'un autre. C'est ça. Les électeurs ne le vivent pas comme quelque chose qui est pertinent, qui est construit, qui est cohérent. Si on fait quelque chose comme ça, on le prépare sur de nombreuses années, ce qui était d'ailleurs le cas au moment où l'Union de la gauche a existé et a démarré fondamentalement après mai 68, avec l'objectif de gagner la présidentielle. Ça s'est fait qu'en 81. Et puis la gauche plurielle aussi, ça a pris du temps pour créer juste à gauche. Il a fallu que Jospin soit en finaliste de la présidentielle en 95. C'est ça qui a tout porté, bien sûr. Donc ce sont des coups qui se préparent sur une assez longue durée. Et on voit que du côté de François Hollande, au-delà, on va dire, des traits d'humour que François Hollande aime bien, ou des traits un peu acerbes qu'il aime bien décocher régulièrement. Il a toujours été, comme de ce point de vue-là, il est très fidèle à son personnage. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qui se passe au lendemain de l'élection de 2022 si ça n'est pas un candidat de la gauche qui gagne cette élection. Non, mais le plus drôle, c'est sûr ce qui pourrait arriver. Non, mais il fait le plus. Oui, mais je suis désolé de dire, parce que tout le monde l'oublie. Merci Jean-Frédéric. Je suis désolé de dire que Éric Zemmour étant l'idiot utile pour moi de cette présidentielle, tout le monde flippe, mais tout le monde devrait se réjouir, car il fait descendre le ticket d'entrée du second tour. Et honnêtement, quand vous regardez. La politique, c'est pas des additions, mais c'est pas des soustractions non si plus. on est à 14 points le ticket d'entrée pour le second tour, vous savez, la gauche, elle est pas si loin que ça. Jean-Frédéric Poisson. Moi, je suis quand ce que je disais tout à l'heure hors antenne, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, c'est très cruel, on dirait du Hollande. C'est exactement le style. Je me souviens d'avoir lu il y a 10 ans une note que Françoise connaît mieux que moi, la fameuse note de la Fondation Terra Nova sur les nouvelles cibles électorales. Ça disait grosso modo, la gauche ne pourra plus parler aux classes populaires, donc elle va maintenant parler aux minorités. Je la fais rapide, je vois Françoise qui ne doldine pas du chef pour le coup et qui n'est pas très d'accord, mais grosso modo c'était quand même ça. C'était une énorme connerie, mais surtout je fais partie des gens qui ont dit que c'était vraiment une absurdité. Je ne peux pas dire que je partage ça, d'abord parce que ça ne m'appartient pas, mais je constate quand même que d'abord Lilliputien à 6 mois de l'élection, ça ne veut rien dire. Deuxièmement, Lilliputien, avant même que toute mécanique d'union ait été réputée impossible, ça ne veut rien dire non plus. Et troisièmement, je pense que le problème de fond, c'est le fait que la gauche, visiblement en tout cas la gauche socialiste en tout cas, ait abandonné des idées fortes qui étaient les siennes et dont la candidate socialiste ne parle pas du tout. Le partage, la redistribution, le collectif, les institutions, tout ça c'est le patrimoine historique de la gauche en tout cas française. Et je ne l'entends pas parler de ça. Donc c'est pas étonnant qu'elle ne s'adresse pas aux siens. Bruno Cotresse. J'irai moins vite en besogne. Je pense que quand on regarde de près, pour le moment, ce qu'on peut regarder de la campagne d'Anne Hidalgo, en particulier sa déclaration de candidature, mais aussi sa campagne au moment des municipales, on voit qu'on tourne autour d'un triptyque qui est un triptyque qui effectivement est quelque chose, un objet un peu en voie de construction, de consolidation à gauche, qui est le triptyque écologie, justice sociale et démocratie de proximité. En gros, c'est-à-dire au fond l'équation à la fois très intéressante au plan politique, mais très difficile aujourd'hui, c'est comment on peut réinventer peut-être le modèle de la décision publique en France et proposer aux Français un autre modèle que celui du Jupiter vertical. Donc on voit que cette question... On en est tous là pour le coup. Elle va animer plusieurs candidats à la présidentielle. Je suis d'accord avec Bruno. C'est ça dont il va parler aussi. Je suis d'accord. Et autour de ça, on voit qu'il y a certes ce triangle avec ces trois pointes, et ce qui va faire de la diversité, et peut-être aussi des fois du dissensus à gauche, c'est quelle priorité on met, quel point du triangle on met en avant en numéro 1, l'écologie, la justice sociale ou la question de la démocratie.
Donc c'est autour de ces questions, j'imagine, qu'au-delà de l'élection de 2022, la gauche sera appelée à proposer quelque chose. Est-ce que ça pourra réunir une majorité, compte tenu des problèmes qui ont été rappelés, parce que la note de Terra Nova, elle pointait une difficulté structurelle dans le même temps qu'on voit dans tous les pays européens. On ne peut pas comprendre le Brexit si on prend en compte l'évolution blairiste du travaillisme britannique non plus. Bravo, ouais. Je suis très heureuse que vous le disiez. Bien sûr, le Brexit ne prend pas sa source elle prend sa source. De toute façon, toutes les fractures prennent leur source dans, à un moment donné, l'injustice ou pas sociale. On est d'accord ou pas? Le Brexit, quand Tony Blair, d'ailleurs, Jospin était très opposé à Tony Blair et à ses socialistes modernes, y compris Schröder, parce que quand le Parti travailliste, en gros, abandonne les travailleurs. Voilà, le Parti socialiste. Excusez-moi, les lois contre les travailleurs en Allemagne, c'était Schröder qui les a faites. Bien sûr, vous ne vous rendez pas compte de le mal qu'a fait Schröder à la gauche. C'est d'ailleurs pourquoi la renaissance maintenant de la social-démocratie allemande, c'est à peine maintenant. Ils sont à peine maintenant en train de se relever de Schröder. Ils ont même fait campagne contre la suppression de l'ISF. Il faut quand même en vouloir, même si c'est l'ancien ministre des Finances. Je veux dire par là que ce socialisme-là a fait un mal terrible à l'idée de ce qu'est le socialisme. C'est le progrès, la justice sociale. C'est écrit dessus, comme le port-salut. On va pas en faire un fromage. Hein. Non, très joli. Non, mais Bruno, vous êtes d'accord ou pas? Bruno Cotresse, court, Evelyne Dresse. Eh bien, attendez, Bruno Cotresse, allez-y, Evelyne. Allez-y, Evelyne. Non, je suis... Allez-y, parce que vous êtes un politique, moi pas. C'est Dupont et Dupont, votre affaire. On vous écoute, Bruno. Non, je trouve qu'effectivement, c'est bien ça. Mais il faut aussi voir que les social-démocraties en Europe, elles se sont pris de plein fouet le choc de réalité avec la globalisation, les économies interdépendantes. Oui. Et aussi en France, qu'il a fallu que le Parti socialiste y modernise son agenda économique. Rappelons-nous quand même que quand Mitterrand gagne la présidentielle, il y a des nationalisations. Le mot de nationalisation, il a disparu du vocabulaire politique. Ah oui. Aujourd'hui pratiquement. Donc voilà, les gauches et les social-démocraties, elles ont dû s'adapter aussi à ça. Il leur en a coûté beaucoup. Et une partie des classes populaires sont parties chez les partis qui se présentaient comme les défenseurs du peuple. Evelyne Dresse. Alors moi, je répondrais à François Hollande comme Jésus sur le Jourdain à Jean-Baptiste qui arrive et qui lui dit « Tu es le Messie ». Et Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. C'est vrai, justement. Alors, c'est dit de manière très drôle par Evelyne Dresse. Est-ce que dans la sortie du livre de François Hollande, moi je l'avais noté dans mes questions, il n'y a pas une arrière-pensée, je serai le recours si jamais la candidature Hidalgo ne prend pas Bruno Cotresse. Vous voyez, c'est dit de manière messianique. Moi, je le dis de manière plus politique. Mais vous savez, chez les grands animaux politiques, il a toujours l'espoir secret du retour. Ils vivent dans cette narration. Si je prends François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ils ont réussi un exploit un jour, qui est d'être élu président de la République. On peut appeler ça un exploit. La probabilité d'y arriver est quand même extrêmement faible pour chacun d'entre nous. Ils arrivent à quelque chose qui est tout à fait unique. Et effectivement, quand ils perdent, soit qu'ils ne peuvent pas se présenter comme François Hollande, soit qu'ils perdent dans les urnes comme Nicolas Sarkozy, ils ont très souvent le sentiment que les circonstances ont joué contre Nicolas Sarkozy, et les Sarkozy disent « Ah, mais si on avait eu 15 jours de campagne en plus, on battait François Hollande. » François Hollande dit « J'aurais pas dû, au fond, m'effacer, etc. » Donc, ils vivent un peu dans cette nostalgie, et parfois ça marche d'ailleurs. Ils arrivent, certains anciens premiers ministres ou certains anciens présidents dans certains pays arrivent à recapitaliser. C'est jamais simple. C'est jamais simple parce que au fond, ils ont en même temps de l'usure, ils ont déçu aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été réélus. Et donc, c'est assez compliqué de se redéfinir, de se renaître quand on a été le premier personnage de l'État. On part au 0826 300 300. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Est-ce que pour vous, François Hollande a raison? À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Venant de quelqu'un qui s'est échappé pour pas assumer son bilan, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Parce que si la gauche en est là, je pense qu'il en est grandement responsable. S'il avait réussi un bon quinquennat, il aurait pu se représenter, certainement en faire un deuxième. Et peut-être qu'après, il aurait pu donner des leçons. Mais là, vu comme il s'est enfui, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire.
Pour moi, ce ne sera pas un recours du tout. Paul, je vais faire du Françoise Degois. Elle ne m'en voudra pas, elle va apprécier, elle va dire que ça, c'est quelqu'un qui a des mots intéressants, de qualité. La gauche britannique. Tu racontes n'importe quoi, toi, toute personne. La gauche britannique, elle disait, c'est pas remise de Tony Blair. La gauche allemande, c'est pas remise de Gerhard Schröder. Elle s'en remet maintenant. Alors oui, elle s'en remet maintenant. La gauche britannique aussi en partie à cause de la guerre d'Irak. La gauche allemande à cause de la politique sociale de Schröder, les lois Hartz qui ont libéralisé massivement le marché du travail. Est-ce que finalement la gauche française s'est pas remis à cause notamment de la loi travail? On revient toujours sur la travail. Elle s'est surtout pas remise de Manuel Valls. C'était quand même le président, c'était quand même François Hollande. Est-ce que la gauche française va mettre des années, comme la gauche allemande ou la gauche britannique, à se remettre du quinquennat Hollande? Pour moi, aujourd'hui, ne parle pas aux gens. Faut arrêter, ils sont hors sol. Moi, je vois mes salariés qui sont au SMIC, qui sont des braves gens. Ils voudraient faire 39 heures, 40, 50, parce qu'eux, ils veulent gagner des sous. Et aujourd'hui, on voit que les 35 heures, c'est un frein, parce que nous, ça nous fait des heures supplémentaires. Donc, à un moment donné, il vaut mieux que j'embauche davantage. Du coup, on garde les gens en bas. Aujourd'hui, la gauche, c'est des gens qui sont en bas de l'échelle. On leur donne des aides, des machins, on les maintient en bas de l'échelle. L'ascenseur ne marche plus. L'ascenseur ne marche plus à cause de la gauche. Toutes les mesures qui sont prises, soi-disant, pour améliorer le quotidien des gens, en fait, c'est l'inverse qui se passe, parce que c'est pas des gens de terrain. J'ai du mal à comprendre qu'Anne Hidalgo soit de gauche. C'est une grosse bourge. C'est pas du tout quelqu'un de gauche. Vous pouvez pas parler comme ça. Alors la bourge, c'est votre point de vue. Je me permets. Mais arrêtez, c'est pas vrai. C'est une fille d'ouvrier, mais vous racontez. Non, mais honnêtement. Mais c'est une fille d'ouvrier, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. C'est une inspectrice du travail. Arrêtez vos délires. Non, mais bon, stop. Dès qu'on parle socialiste, François Degois s'énerve. Mais non, mais vous racontez n'importe quoi. La France est pauvre à cause de la gauche. Pardon, je vous laisse parler parce que je suis bien élevé. Je vous aime beaucoup comme auditeur. Parce que je vous connais, je vous ai déjà entendu. Mais honnêtement, soyez sympa de ne pas être caricatural comme ça, quand même. Merci, Paul. Très court, Jean-Frédéric Poisson. Oui, c'est une question pour Bruno, s'il est toujours là. Je vous ai entendu dire tout à l'heure la gauche a abandonné la protection du peuple et du coup, le peuple est allé voir ailleurs. Je synthétise peut-être un peu rapidement ce que vous avez dit. C'est vrai, mais il a raison, l'auditeur aussi a raison là-dessus. Mais voilà, mais c'est ça qui est quand même, et François Hollande dans cette affaire, une responsabilité très importante. Les heures supplémentaires, la loi travail, on vient d'en parler. Qu'est-ce qui se passe alors? Que faut-il pour que la gauche justement prenne la décision de redéfendre à nouveau, si je peux parler comme ça, très mal, très court, Bruno Cotres, qu'on a déjà dépassé le temps. Simple, je pense qu'essentiellement, il y a la question fondamentale à la fois du pouvoir d'achat, ça c'est très concret, mais au-delà de la question du pouvoir d'achat, c'est surtout la société, pour moi, de la deuxième ou de la troisième chance. N'oublions pas d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, c'est ça au départ qu'il voulait incarner, quand il a proposé de redéfinir les protections, etc. Mais c'est surtout ça, c'est-à-dire beaucoup de Français, beaucoup de gens ont le sentiment que le système a trop vite, au fond, a trop vite figé leur place dans la société. Et pour moi, la thématique d'une société plus inclusive, de la deuxième chance, qui retend la main aux gens quand ils n'ont pas eu de chance, quand ils ont raté leurs études, quand ils sont dans un métier où ils sont coincés, ils n'arrivent pas à évoluer, c'est incontestablement un champ d'avenir pour des candidatures de gauche. Ça. Merci beaucoup Bruno Cotres, politologue, verdict sur Twitter. À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. François Hollande a-t-il raison? Vous êtes 87,2% à dire oui. On se retrouve tout de suite parce qu'on est en retard avec Philippe Rossi. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir fait de Sud Radio une radio qui compte. D'en avoir fait votre média. Vous étiez 100 000 en avril 2020. Vous êtes maintenant 400 000 abonnés à la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes 4 fois plus nombreux en moins de 2 ans à suivre et regarder Sud Radio sur YouTube. 400 000, merci. Sud Radio, parlons vrai. Oh là là, avec Zalando, j'aime de plus en plus l'automne. Oh, toi, t'as vu la nouvelle sélection Zalando? Oui, avec des remises jusqu'à moins 60%. Jusqu'à jeudi minuit sur Zalando. Profitez des promos demi-saison avec des remises jusqu'à moins 60% sur une sélection très tendance et du service essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Jusqu'au 15 décembre chez Decra Norisco, il y a 2000 € à gagner chaque jour pour votre contrôle technique auto. Rendez-vous chez Decra Norisco, jouez et c'est gagné. Jeu avec obligation d'achat. Conditions sur decra-norisco.fr. Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là. Mais vous êtes éleveuse? Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice.
Mais je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette. Pas vous? Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux. Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+. Sud Radio. Pas de job sans expérience. Un job pour gagner en expérience. Revenez demain. Commencez aujourd'hui. L'alternative, c'est l'alternance. Avec Acto, OPCO majeur pour l'alternance, suivez une formation financée tout en étant salarié. Découvrez les secteurs qui recrutent sur alternance.acto.fr. Après leurs 2 faux pas, les Lillois devront réagir à domicile face à Séville. Tout reste encore possible pour la qualification des champions de France en titre. Vivez la 3e journée de l'UEFA Champions League avec LOSC Séville, ce soir à 21h sur Canal+ Sport. Et retrouvez les 2 plus belles affiches de chaque journée de la compétition avec Canal+. Appelez vite le 3910, service gratuit plus prix appel. Être utile, c'est faire des choix. C'est choisir d'être maître nageur, agent des espaces verts, secrétaire de mairie ou pompier. Être utile est souvent un choix pas si facile. Parce qu'être utile, c'est choisir les autres. Alors pour nous protéger, mes collègues agents territoriaux et moi, j'ai choisi d'adhérer à la MNT. Première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux. Mutuelle nationale territoriale, être utile est un beau métier. Et en ce moment, 2 mois de cotisation offerts sur MNT Santé. Voir conditions sur santé.mnt.fr. La MNT est une mutuelle du groupe Vive. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez un dossier spécial sur Mylène Farmer, nos révélations sur l'icône de la chanson française. Rencontre avec Laurence Ferrari, les paroles d'une femme libre. L'appel au secours de David Hallyday. Dans Journal de France, hommage à Jean-Paul Belmondo, la gaieté française. Focus sur le bonheur très privé de Ingrid Chauvin. Zemmour, le roi de l'audimat, jusqu'où ira-t-il? Un peu d'histoire avec l'an, la cathédrale oubliée. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Evelyne Dresse, Jean-Frédéric Poisson et mon cher Philippe Rossi. Un procès autour du terme avocature oppose 2 avocats. Eh oui, un procès qui a opposé 2 avocats. Daniel Soulez-Larivière, avocat pénaliste qui exerce depuis plus de 40 ans avec des clients prestigieux, Total ou encore la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et puis Aurore Boyard, une avocate toulonnaise qu'on connaît bien sur Sud Radio puisqu'elle participe aux vraies voix de temps en temps. On la retrouve également dans le Grand Matin Week-end, exactement. Alors, je vous explique. Le premier a signé la seconde il y a plusieurs années devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon, parasitisme et risque de confusion. Pourquoi ? Tout simplement parce que Daniel Soulez-Larivière reproche à Aurore Boyard d'avoir donné comme titre à son livre un néologisme qu'il assure avoir inventé voilà 36 ans, l'avocature. Donc l'avocature, voilà, ça désigne depuis plusieurs années, beaucoup plus que 36 ans d'ailleurs, les différentes activités de la profession d'avocat. Olivier Maurice est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Avocat, maître Maurice, bonsoir. L'avocat d'Aurore Boyard, votre cliente qui a gagné en première instance, qui a regagné en appel. Et ma première question, est-ce que vraiment Daniel Soulez-Larivière qui a inventé ce terme, l'avocature ? Écoutez, on pourrait résumer ce procès de la façon suivante, c'est la déconfiture d'un ténor du barreau, à savoir que Daniel Soulez-Larivière a été débouté de manière extrêmement sévère par la cour d'appel, qui lui a rappelé qu'à aucun moment il n'était l'inventeur de ce terme, qui existe depuis très longtemps, qui a même été utilisé par de grands écrivains français, comme Émile Zola. Et en fait, Daniel Soulez-Larivière, on pourrait dire que c'est la boursouflure de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut tout de même rappeler qu'il est président du comité d'éthique du barreau de Paris et qu'il a fait croire pendant toutes ces années qu'il avait inventé lui-même ce terme d'avocature et il voulait donc interdire toute autre personne à pouvoir l'utiliser. C'est un désaveu qui est extrêmement sévère et cinglant puisque rendez-vous compte qu'en plus il a été condamné dans cette affaire à payer 53 000 € de frais de justice à Aurore Boyard et à l'éditeur, ce qui est considérable lorsque l'on songe que nous sommes dans le cadre d'une procédure de droit littéraire, de droit d'auteur. Alors, vous avez dit dans votre plaidoirie, au-delà du melon, perché dans une orbite sidérale, seule une décision de justice pourrait le faire retomber sur Terre. Bon, c'est ce qui s'est passé, j'ai l'impression, non ? Oui, j'ai utilisé ces termes, voyez-vous, pour la raison suivante. C'est que, en fait, pour beaucoup de jeunes avocats qui rentrent dans la profession, être président du comité d'éthique du barreau de Paris et avoir un tel CV que celui de M. Soulez-Larivière, c'est un gage de crédibilité. On doit l'écouter parce que c'est une personne qui a une autorité et qui a une crédibilité. Et en fait, là, on s'approche d'une véritable imposture.
C'est-à-dire qu'il a construit une image depuis près de 40 ans en prétendant qu'il a inventé un terme, alors qu'en réalité, nous avons le fin mot de l'explication, c'est simplement son épouse qui, une fois le livre terminé, lui a dit tu pourrais peut-être l'appeler l'avocatura, comme le font les Italiens de leurs avocats. Voilà comment il a pu en déduire et il a pu faire croire... Mais il y croit sincèrement, qui peut-être qu'il a inventé ce terme, non ? Et vous savez, s'il y croit sincèrement, alors à ce moment-là, ça ne relève même plus du domaine du droit. Ouais. C'est un autre domaine. Est-ce qu'on peut considérer... Non mais Maître Maurice, soyons sympas, hein. On peut considérer quand même que c'est... Non, mais c'est un grand avocat, Daniel Soulez-Larivière, quand même. Au-delà du fait qu'il est accroché à cette fable personnelle sur l'avocature, ça reste quand même un très grand avocat, Madame, qu'est-ce que c'est un grand avocat, c'est quelqu'un qui maîtrise le droit, c'est quelqu'un qui défend, qui gagne. Madame, je vais vous dire quelque chose. C'est surtout quelqu'un qui donne des leçons à tout le monde. On le lit comme un essayiste qui donne des leçons aux hommes politiques, à la terre entière, aux magistrats. Et là, il gagne des procès, Maître Maurice. Savez, il en perd beaucoup. Oui, d'accord, mais... Et là, vous voyez, il vient de perdre un procès de manière extrêmement sensible, puisqu'encore une fois, je vous dis, vous savez, 53 000 € de frais de justice sur un dossier comme ça. Vous me faites rire, les avocats. On dirait vous êtes tous des grandes divas. C'est dingue. C'est incroyable. Merci, Maître Maurice. Merci beaucoup, Maître Maurice. L'avocatura, ça m'a rappelé une chanson de Stone et Chardin il y a quelques années. Oui. L'avocatura. C'est la vie que je mène avec toi. Ils sont marrants, ces avocats. C'est vraiment les grandes divas. Ils ne peuvent pas se supporter. On dirait des stars. Ça vous rappelle pas le cinéma, vous, un peu ? Merci beaucoup, Françoise Debois, Evelyne Dresse, Jean-Frédéric Poisson. Tout de suite, les vraies voix, la suite. Jean-Frédéric Poisson restera avec nous. Nos deux vraies voix du jour, Gérald et Olivier, qui veulent parler de nos deux débats sur MeToo Théâtre et sur François Hollande. Restez bien avec nous sur Sud Radio.